présents. Vous êtes très nombreux pour ce webinaire. C'est une satisfaction pour nous, Sciences et Surface et Albad. Donc, je vais commencer par la présentation de la société Albad, qui, comme vous l'a dit Florie, est coordinatrice de cette session. Donc, Albad est une entreprise privée indépendante qui est notamment spécialisée dans l'analyse des produits de santé. Nous faisons environ 90% de notre chiffre d'affaires sur les produits de santé, c'est-à-dire le produit pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les cosmétiques. Nous disposons de 2 sites. Le site principal est situé dans les Alpes de Haute-Provence, à Oraison, et emploie une centaine de personnes sur 4000 mètres carrés de locaux. On y retrouve des plateaux techniques de chimie organique, chimie minérale, mais aussi de biologie, c'est-à-dire microbiologie pour les tests de biocharge et de stérilité, et aussi des tests de biologie cellulaire qui entrent en ligne de compte dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la biocompatibilité. Nous disposons également d'un plateau technique important d'enceintes et de pièces climatiques destinés à la réalisation des stabilités et aux études de vieillissement accéléré sur plus de 400 mètres cubes. Ces pièces sont utilisées soit en conditions XCH pharmaceutiques, soit sur des conditions accélérées propres aux dispositifs médicaux selon la norme ASTM. Enfin, nous avons un plateau technique d'analyse structurelle qui se situe à Romainville, dans le Nord-Est parisien, et qui dispose de matériel technique pointu tel que la RMN, la chromatographie gazeuse couplée à la masse et la chromatographie liquide couplée à la masse. La société Albad intervient à la fois en contrôle qualité, mais aussi en développement analytique. Nous accompagnons notamment l'industrie des dispositifs médicaux dans la qualification des procédés tels que la validation des nettoyages, les stérilisations, les biocharges, et aussi dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les essais de biocompatibilité. Chaque année, nous investissons un chiffre d'affaires important dans les nouveaux appareils, dans le renouvellement de nos appareils. En 2019, cet investissement a représenté 1 million d'euros. Notre travail, par ailleurs, est réalisé sous environnement des bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique ou des bonnes pratiques de laboratoire sur demande. Et nous sommes également certifiés ISO 13485. Nous avons été le premier laboratoire certifié ISO sur cette norme-là pour les dispositifs médicaux. Enfin, pour conclure cette présentation, sachez que certaines prestations sont accréditées par le COFRAC, des prestations de biologie, mais également des prestations de chimie, notamment pour les tests de biocompatibilité. Alors, je laisse maintenant la parole à Serma, Sciences et Surface, pour la présentation qui nous intéresse. Merci Frédéric. Alors, je vais vous présenter la société Sciences et Surface. Avant toute chose, j'aimerais bien vous demander de couper vos micros et caméras pour une meilleure écoute, parce qu'on attend près de 400 personnes, donc ça nous faciliterait un petit peu le discours. Alors, concernant la société Sciences et Surface, c'est une société qui est spécialisée dans la caractérisation physico-chimique des surfaces et des interfaces de tout type de matériaux. Une filiale du groupe CERMA. Notre groupe, dans l'expertise, la conception, le contrôle et les tests pour les technologies électroniques, les systèmes embarqués et les systèmes d'information. Alors, le groupe a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. Il est composé de 1200 personnes et est présent sur 12 sites en France et en Allemagne. Alors, le groupe CERMA est présent dans le domaine de la santé, notamment avec l'analyse des matériaux à travers la société Sciences et Surface, mais également dans les domaines de la sûreté fonctionnelle, la cybersécurité des systèmes, le développement de produits électroniques, le développement de fonctions embarquées, je pense notamment à Carmat, et aussi les batteries. Alors, notre groupe saura également apporter une expertise physique et électrique, également dans la fiabilisation des systèmes, mais il a aussi un service de conseil et d'audit et propose de nombreuses formations. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous allons aujourd'hui vous présenter avec la société Albad la caractérisation physico-chimique des dispositifs médicaux dans le cadre de l'évaluation de la biocompatibilité. Merci beaucoup. Donc, en effet, l'évaluation de la caractérisation chimique pour la biocompatibilité est un point essentiel
pour la série des normes 10993 qui régit ce domaine-là. Donc, je vous rappelle pour mémoire que la norme ISO 10993 comporte 20 parties. Les parties les plus importantes que nous allons aborder aujourd'hui sont la partie 1993-1 qui concerne les évaluations et les essais. C'est un petit peu la norme chapeau qui va donner l'ensemble des dispositions relatives à l'évaluation du risque de biocompatibilité ou encore d'évaluation biologique. Les deux termes sont équivalents. Dans cette norme, vous allez retrouver ces différents principes d'analyse de risque et en particulier des annexes qui vont vous expliquer ce qu'il y a à réaliser comme test ou comme évaluation pour pouvoir revendiquer la biocompatibilité. Bien sûr, nous nous intéresserons à la norme ISO 10993-18 relative à la caractérisation chimique des matériaux, mais aussi à la norme 1993-19 relative à la caractérisation physico-chimique, morphologique et topographique des matériaux, eu égard à l'expertise de Sciences et Surfaces dans ce domaine. Alors, la norme 1993 est destinée à servir de document de référence pour l'évaluation biologique, c'est ce que je vous l'ai dit, au sein d'un processus de gestion des risques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des analyses, il peut y avoir une évaluation bibliographique et différents éléments qui peuvent rentrer en considération dans l'évaluation de la biocompatibilité. Ceci combine, et c'est important de le souligner, des données existantes, par exemple des données de process, des données qui peuvent être transmises par les fournisseurs quant aux matériaux que vous utilisez pour les différents dispositifs médicaux, mais également des analyses physico-chimiques ou biologiques qui vont venir en complément de ces éléments bibliographiques pour ensuite construire votre argumentation sur la biocompatibilité de votre dispositif médical. La caractérisation physico-chimique des matériaux est une donnée d'entrée essentielle pour l'analyse de risque. On la retrouve notamment dans la norme ISO 1993-1, la norme chapeau, en particulier dans l'annexe A, puisque l'annexe A donne comme point d'entrée essentiel la caractérisation physico-chimique des matériaux. Donc, comme je vous l'ai dit, des éléments bibliographiques, mais aussi des éléments d'analyse viendront compléter cette caractérisation chimique. Alors, pourquoi des analyses si on peut avoir des éléments bibliographiques? Tout simplement parce qu'on ne peut pas forcément estimer tous les risques, ne serait-ce que parce que vous pouvez avoir des contaminants que vous n'aurez pas forcément vus dans l'analyse de risque, parce que les fournisseurs ne vous donnent pas toutes les informations, notamment en termes de protection des brevets, mais aussi vous pourriez avoir des produits de dégradation ou des produits d'interaction chimique qui pourraient se créer durant la durée de vie de votre produit ou durant les différentes étapes de process telles que la stérilisation, le nettoyage ou autre. Donc, c'est la raison pour laquelle il est en général recommandé de réaliser des essais complémentaires de physico-chimie pour rechercher des résidus de process, ce qu'on appelle les extractables and leachables, on va y revenir tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, des analyses de surface ou des recherches de contaminants particuliers. L'ensemble de ces résultats, si on retrouve des composés, eh bien, sera étudié dans le cadre d'une évaluation toxicologique selon la partie 17 de la norme 1993 qui est consacrée à cette évaluation toxicologique. Par ailleurs, au-delà de la caractérisation chimique et en fonction de la classe de votre dispositif, de son utilisation, de sa durée de contact, eh bien, vous pourriez être amené à réaliser d'autres tests biologiques complémentaires comme des études in vivo ou in vitro. Quelle que soit sa composition, qu'elle soit métallique, polymère ou composite, la conception d'un dispositif médical est complexe et comporte de nombreuses étapes, source de contamination chimique potentielle. Donc, bien évidemment, si vous avez un dispositif médical, par exemple, métallique, eh bien, vous allez avoir des risques issus de différents procédés. On va parler des procédés, par exemple, de polissage qui peuvent notamment conduire à la présence de composés solubles, mais aussi de composés insolubles, puisque la plupart du temps, on utilise, par exemple, des oxydes qui ne seront pas solubles dans l'eau ou dans des solvants classiquement utilisés dans les analyses physico-chimiques. Donc, ils nécessiteront potentiellement des analyses de surface. Vous avez d'autres types de contamination, bien sûr les produits lessiviels, les adjuvants de process qu'on peut utiliser dans le cadre des dispositifs médicaux métalliques, et en particulier les normes relatives à la qualification du nettoyage permettent en partie de répondre à cette problématique. Enfin, si vous avez des dispositifs comportant des pièces en plastique, on pourra aussi s'intéresser à tout ce qui concerne les additifs de ces plastiques et les adjuvants de process, comme par exemple des lubrifiants de démoulage.
Afin d'élaborer un plan d'étude de caractérisation, une liste de l'ensemble des contaminants doit être établie sur la base d'une analyse exhaustive et détaillée de chaque étape de la vie du dispositif médical. Donc, on va s'intéresser aux matières premières, à la fabrication et à l'emballage et au stockage. C'est important d'avoir ces informations pour les laboratoires qui réalisera ces analyses parce que ça lui permettra également de vérifier que les contaminants que vous seriez susceptibles d'avoir par rapport à votre process, par rapport à votre matériau, soient bien, que les techniques de ces laboratoires soient bien capables de les retrouver. Alors, tout cela, bien sûr, fait appel à une certaine technique. Donc, il y a des méthodes analytiques. Les différents progrès techniques qui ont été réalisés ces dernières années permettent d'améliorer significativement les modes de détection et d'identification, notamment de ces contaminants. Cela est notamment dû aux progrès informatiques qui permettent de traiter un très grand nombre de données. La recherche des extractibles relargables, en anglais extractables leachables, peut être réalisée après extraction d'un dispositif médical dans un milieu approprié. On parlera d'extraction solide liquide, tout simplement parce que la plupart des dispositifs médicaux sont des solides et lorsque ce sont des liquides, par exemple des colis ou des solutions, on va aussi s'intéresser en extraction solide liquide au relargage du conditionnement primaire, c'est-à-dire le flacon ou en tout cas l'emballage primaire. L'extrait qui est obtenu par cette méthodologie physico-chimique est analysé selon différentes techniques complémentaires qui permettent de dresser une cartographie des contaminants solubles, j'insiste sur ce point parce qu'on parlera tout à l'heure des contaminants insolubles avec science et surface, dans ces milieux. Donc, on va rechercher d'un point de vue physico-chimique les molécules hydrophiles, c'est-à-dire les molécules qui aiment l'eau, qui sont solubles dans l'eau, et également les molécules lipophiles, c'est-à-dire les molécules qui vont plutôt être solubilisables dans un solvant organique. Les contaminants insolubles, quant à eux, peuvent être recherchés dans un premier temps par comptage particulier pour définir un petit peu la typologie. Donc, on va définir des classes de particules, par exemple, du nombre de particules inférieur à 10 microns ou à 25 microns, comme c'est décrit dans les pharmacopées, ou des analyses beaucoup plus fines. Et si présence de ces particules, il serait intéressant de les caractériser par différentes techniques d'analyse de surface qui seront décrites par mes confrères et consoeurs de sciences et surface. Donc, ces analyses pourront être faites directement sur la surface du dispositif lui-même ou par différents moyens. Donc ici, ce logigramme permet de résumer un petit peu la situation. Donc, en général, les fabricants sont assez bien informés de la nécessité de réaliser des études extractibles et de relargables. On pense souvent à des techniques d'extraction et les techniques qu'on emploie, notamment chez Albad, visent à rechercher les composés solubles. Et ceci fonctionne très bien depuis plusieurs années. Ce à quoi on pense moins, c'est la recherche des composés insolubles, avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la nécessité de faire des comptages particuliers et l'identification de particules insolubles. Donc cela est décrit dans les normes. La norme ISO 1993-18 notamment liste certaines techniques pour rechercher ces composés insolubles. Donc il ne faut pas les oublier, notamment si vous avez des risques de présence de particules liées au polissage, parce que vous allez avoir de l'abrasion au niveau des métaux, ou liées, par exemple, à des résidus de démoulage sur des plastiques. Donc ces particules insolubles seront recherchées soit en surface, soit par filtration, par centrifugation ou par tout type de moyens. Un rappel quand même sur les extractibles, on en a parlé un petit peu ces derniers temps. Eh bien, extractable en anglais, c'est une substance qui est libérée par un dispositif médical ou un matériau constitutif lorsque le dispositif médical ou le matériau est extrait en utilisant des solvants et des conditions d'extraction en laboratoire. Ça, c'est la définition de la norme. Ça signifie donc en clair que on va rechercher ces substances dans des conditions limites de laboratoire, c'est-à-dire qu'on va mimer dans des conditions particulières que j'expliquerai après la recherche de ces composés de manière à avoir la condition la plus limite possible, la meilleure possible pour capter un maximum de ces composés. Donc, on est dans des conditions de laboratoire. A contrario, un relargable, ou leachable en anglais, correspond à une substance qui est libérée d'un dispositif médical ou d'un matériau durant son utilisation clinique. On est là dans des conditions donc, qui sont proches de l'utilisation clinique. On en a parfois besoin si les éléments extractibles ne peuvent pas, si le laboratoire ne peut pas reproduire des conditions cliniques réelles, ou si le laboratoire trouve
des composés à trop grande concentration et où il est parfois nécessaire de regarder de plus près pour savoir si les substances qu'on retrouve en laboratoire finalement seront réellement présentes dans des conditions cliniques. Donc la première étape, comme je vous l'ai dit, est l'extraction, donc une extraction solide-liquide. On extrait un solide avec un liquide, un solvant, un médium d'extraction. L'extraction est un processus qui est complexe, qui est influencé par différents facteurs comme la nature chimique du milieu d'extraction, le temps, la température, le mode d'extraction, le ratio R de la surface à extraire, volume du milieu, et la phase d'équilibre du matériau s'il s'agit d'un plastique. Et tout ça est expliqué dans la norme ISO 1993-12 qui donne un certain nombre d'exemples qui sont très couramment utilisés. Par exemple, des conditions d'extraction à 37 degrés, 50 degrés ou 70 degrés sous agitation permettent la plupart du temps d'avoir accès à des composés extractibles. Une extraction, c'est important de le souligner, peut être simulée, c'est-à-dire qu'on va reproduire les conditions les plus proches possibles de l'utilisation du dispositif médical, peut être exhaustive, c'est-à-dire qu'au bout de l'extraction, on aura garanti, on aura prouvé qu'on aura extrait l'ensemble des composés, des contaminants présents sur le dispositif médical, ou alors elle peut être exagérée ou accélérée. La nouvelle norme ISO 1993-18, qui est sortie en janvier 2020, précise ces différents points et donne des éléments d'entrée pour les laboratoires pour savoir dans quelle situation il faut se placer. La seconde étape, une fois qu'on a réalisé l'extraction, on a un extrait, c'est l'analyse. Donc, on va analyser l'extrait, donc qui est quelque chose de liquide. On aura donc les contaminants qui seront dans l'extrait. Les différentes techniques qui sont utilisées doivent permettre de cartographier, de faire un screening de l'ensemble des contaminants possibles. Donc, la donnée de sortie de cette cartographie sera l'identification de ces contaminants, quelle est leur nature, quel est le nom de la molécule, et d'autre part, la semi-quantification, c'est-à-dire avoir une idée de la concentration de cette molécule dans l'extrait et par la suite, bien sûr, par calcul, dans le dispositif ou sur le dispositif médical. Le choix des techniques dépend des caractéristiques chimiques du composé, du contaminant recherché. Donc, ça va dépendre du poids moléculaire et de sa volatilité, c'est-à-dire en gros des fonctions chimiques du composé et de sa masse moléculaire, de sa polarité. Selon que le composé est plus polaire ou moins polaire, on va utiliser tel ou tel solvant, et de sa nature chimique, selon que le composé est plutôt organique ou plutôt inorganique. Les techniques les plus usuellement rencontrées pour l'analyse des composés solubles, on va avoir pour la recherche des composés organiques volatiles de l'espace de tête couplé à de la chromatographie gazeuse avec un détecteur de masse. Alors, vous remarquerez que dans quasiment tous les cas, on a un détecteur de masse, parce que le détecteur de masse est le détecteur classique pour identifier la nature des composés, parce qu'on a un spectre de masse qui permet de savoir quel est le composé recherché. Donc, les composés organiques volatiles, on va donc utiliser l'ESpace GC-Mass en anglais. Et ensuite, pour des composés semi-volatiles, on utilisera plutôt de la chromatographie gazeuse masse avec injection liquide, ILGC-Mass. Et comme ces composés semi-volatiles pourront aussi avoir des masses molaires, des masses moléculaires plus ou moins importantes, on pourra aussi avoir des signaux en chromatographie liquide masse haute résolution, LC-HRMS, si on est sur des masses molaires plus importantes. Donc, on pourra avoir un composé recherché par deux techniques différentes, ce qui permet également d'améliorer le niveau d'identification. Bien sûr, pour les composés organiques non volatiles, il n'est pas question d'utiliser de la chromatographie gazeuse, donc on va plutôt utiliser, bien sûr, la chromatographie liquide, couplée à la masse haute résolution, avec un détecteur à diffusion de la lumière pour aider la quantification. En ce qui concerne les analyses inorganiques élémentaires, on fera appel à la détection de masse ou la détection de spectrométrie d'émissions atomiques couplée à de la torche plasma, ICP-Mass ou ICP-OS, qui permettra de doser à de très faibles concentrations certains éléments du tableau périodique que je vais vous présenter tout à l'heure. Enfin, si vous avez des dispositifs médicaux métalliques, il peut être intéressant de rechercher par chromatographie ionique, ILC, des contaminants issus d'utilisation d'acides forts. Par exemple, un acide nitrique, on pourra rechercher les nitrates, acide chlorhydrique, les chlorures, et ainsi de suite.
En ce qui concerne l'analyse élémentaire, c'est relativement simple. Vous avez les éléments du tableau périodique. Donc, sur le tableau que vous voyez à l'écran, donc le tableau de Mendeleïev, vous avez en orange les éléments qui sont décrits dans l'ICHQ3D. Il y en a 24 au total. Donc là, pour des dispositifs médicaux, en particulier les dispositifs médicaux implantables, on prendra les normes injectables. Pourquoi ICHQ3D? Parce qu'elle est citée effectivement, y compris dans les normes des dispositifs médicaux, et c'est la réglementation la plus aboutie en matière de recherche et de contamination inorganique. En jaune et en orange, vous avez les éléments ICHQ3D plus les éléments fréquents en contrôle des dispositifs médicaux. Alors ça, c'est l'expérience d'Albad qui prouve que sur plusieurs années, eh bien, on a un certain nombre d'éléments, et donc nos méthodes sont validées pour rechercher 40 éléments comportant donc les 24 éléments de l'ICHQ3D, plus 16 autres éléments, sodium, potassium, soufre, etc., qui sont couramment utilisés dans les dispositifs médicaux. Et en gris, vous avez ce que j'appelle les éléments improbables, qu'on va rechercher avec une méthode semi-quantitative. Pourquoi improbables? Parce qu'ils n'ont rien à faire dans un dispositif médical de manière générale, mais comme nous sommes dans une stratégie de caractérisation chimique, il convient néanmoins de les rechercher pour s'assurer au moins de leur absence. Concernant les analyses organiques, là c'est un petit peu plus pointu et un petit peu plus compliqué. Donc le spectromètre de masse couplé à une méthode de chromatographie par séparation permet pour le laboratoire d'identifier les composés avec un certain degré de certitude. Pour ça, on va comparer avec des spectres de masse et on va réaliser des prédictions de structure à partir de la spectrométrie de masse haute résolution. Pour réaliser une analyse semi-quantitative sur la base d'un étalonnage réalisé avec des standards caractéristiques d'un type de réponse ou d'un groupe chimique spécifique, on utilise des surrogates standards ou des standards alternatifs. Il faut bien rappeler que l'étude d'extractibles est large possible. On ne sait pas ce que l'on recherche. Si on devait rechercher, par exemple, tel phtalate ou tel bisphénol, eh bien, on sait ce que l'on recherche. Donc, on va utiliser une méthode ciblée qui va avoir une meilleure limite de détection. Et cette méthode ciblée va permettre de doser quantitativement, avec un niveau d'exactitude élevé, puisque la méthode aura été validée, ce composé recherché. Là, en ce qui concerne les études extractives, c'est différent. On a un screening de composés dont on ne connaît pas forcément la nature au départ. Donc, l'objectif est de rechercher, de retrouver le maximum de molécules possibles et ensuite de semi-quantifier, puisqu'on ne peut pas quantifier avec le standard réel, puisque, encore une fois, on ne sait pas ce que l'on recherche, donc d'avoir une idée la plus juste possible de la concentration de ce composé. Donc en GC-mass, la variabilité des facteurs de réponse est suffisamment limitée pour utiliser directement la réponse en masse pour cette semi-quantification, donc c'est assez aisé et assez courant depuis de dizaines d'années. En chromatographie liquide haute performance couplée à la masse haute résolution et la diffusion de la lumière, on a une réponse masse qui ne peut être utilisée puisqu'on a une très forte variabilité. Donc la société Albad a choisi d'utiliser un détecteur à diffusion de la lumière, donc on appelle ELSD, qui permet donc d'avoir un résultat beaucoup plus juste, à la fois parce que ce détecteur permet une détection quantitative quasiment proportionnelle à la quantité de matière présente dans l'extrait, mais aussi grâce au choix du bon surrogate standard, puisqu'on a validé un certain nombre de surrogates par type de famille. Alors ici, vous avez un exemple pour illustrer mes propos. Donc, dans cet exemple qui est un chromatogramme espace de tête GC-mass, nous avons ce qu'on va appeler une identification simple. C'est-à-dire que ici, vous voyez que vous avez un chromatogramme qui est relativement sympathique puisque les composés sont assez bien résolus. Il est possible alors de déterminer directement les spectres de masse par l'intermédiaire d'une intégration des pics chromatographiques. Ensuite, l'intégration va donner pour chaque pic un spectre de masse qui va être traité et comparé à la base de données disponible. Même si les moyens informatiques permettent aujourd'hui de comparer les spectres obtenus à des bases de données assez puissantes, l'interprétation humaine reste néanmoins importante et le recours à des stratégies complémentaires d'interprétation est nécessaire pour affiner ou confirmer le résultat obtenu. Donc on va avoir une interprétation humaine du spectre. On va également comparer à d'autres valeurs, par exemple des indices de rétention qui sont décrits dans la littérature.
On va comparer aux autres détectés composés dans l'extrait pour voir la pertinence. Et enfin, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va utiliser le contexte de l'analyse, éventuellement l'analyse de risque du fabricant, pour déterminer si la donnée qu'on obtient est pertinente dans le cas de figure considéré. À l'issue de l'identification, on va ensuite semi-quantifier le composé identifié via un standard, donc surrogate ou alternatif, pour en déterminer une concentration. Sur cette slide, vous avez un cas un peu plus complexe. Là, vous voyez que le chromatogramme est quand même beaucoup moins sympathique que le précédent. Donc, c'est de l'injection liquide GC-MAS. Et dans cette circonstance-là, eh bien, on utilise la puissance informatique qui est à notre disposition pour déconvoluer les signaux. Donc, grâce à des algorithmes complexes, les spectres de masse des espèces individuelles peuvent alors être isolés et reconstitués. Après traitement, les spectres peuvent ensuite être interprétés et comparés comme expliqué précédemment. Alors, sur la slide suivante, vous avez un exemple de chromatographie liquide haute performance couplée à la masse et à un détecteur à diffusion de la lumière. Tout cela se fait en série, hein, les détecteurs sont les uns après les autres. Donc, en chromatographie liquide, la variabilité de l'efficacité d'ionisation ne permet pas d'utiliser directement le signal de masse pour faire la semi-quantification. Il est donc nécessaire d'utiliser une double détection, la détection de masse pour l'identification, comme je vous l'ai dit, et la diffusion de la lumière pour la semi-quantification. À l'inverse de la technique GC que vous avez vue précédemment, la technique de chromatographie liquide ne produit pas de spectre caractéristique. Il n'y a pas de fragmentation. Afin de procéder à une identification, on va utiliser un spectromètre de masse haute résolution, HRMS, pour mesurer les masses molaires au ppm. Plus on a de chiffres après la virgule sur la masse molaire, plus on va avoir une identification facile. Parce que le système, en fait, renvoie des shortlists d'identification et cette shortlist se resserre au plus par rapport à la précision de la masse qui a été mesurée. En plus de la connaissance la plus précise possible de la masse molaire, le système permet également de générer une fragmentation volontaire des ions par l'application d'énergie de collision variable. On parle d'ionisation positive ou négative. Les fragments ioniques qui découlent de cette opération sont ensuite comparés à une base de données. Là encore, ce sont des bases de données propriétaires qui sont par contre spécifiques à la machine, contrairement à la GC, où les bases de données sont générales à toutes les GC. L'analyste, dans le cas présent, aura encore plus de travail qu'en GC. Il devra consolider tous ces résultats pour confirmer ou améliorer la fiabilité de son identification en tenant compte, là encore, du contexte de l'analyse. Et comme pour la GC, bien sûr, à l'issue de l'identification, le composé est semi-quantifié sur la base du surrogate standard et du signal de diffusion de la lumière. Sur cette slide, vous avez, pour terminer cette présentation sur les composés solubles, des différents tableaux. Donc, sur le premier tableau, vous allez avoir un tableau qui, en fait, est tiré de la littérature. Donc, ce sont des recommandations du PQRI, qui est une association américaine qui regroupe la FDA, les institutionnels et les laboratoires privés, et qui donc réfléchit sur ces questions depuis les années 2000 et donne en fait des grilles de lecture pour attribuer un certain degré de confiance aux composés qui auront été identifiés. Et en bas à gauche, vous avez un tableau tel que peut le rendre aujourd'hui Albad, avec donc des noms de molécules qui auront été identifiées, un case number, donc la catégorie en fonction de ce qu'on a retrouvé, donc ça selon le niveau de confiance, si c'est confirmé, si on est confiant ou si c'est seulement une tentative. Et ensuite, un résultat en microgrammes par ml, en microgrammes par centimètre carré, éventuellement en microgrammes par device, pour ensuite faciliter le travail du toxicologue pour donc déclarer s'il y a oui ou non risque par rapport à la présence de ce composé. Donc la composition du DM et des contaminants possibles identifiés permet ensuite de générer, de compléter l'analyse de risque et notamment le Biological Risk Assessment. Je vais maintenant laisser la parole à Surface, à Cécile, qui va donc nous compléter cette présentation avec le sujet des substances insolubles. Merci Frédéric pour la présentation de vos techniques. Alors pour compléter les analyses présentées précédemment, qui nécessitent, vous l'avez tous bien compris, d'extraire les composés présents sur les dispositifs médicaux, Sciences et Surface va maintenant vous présenter des analyses dites directes qui sont référencées dans la norme ISO 10993-18 et -19.
Alors, si nous reprenons le logigramme, l'identification des particules dites insolubles se feront soit directement sur le dispositif médical, soit après extraction sur filtre, soit après prélèvement et rinçage. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter la notion de la surface. Qu'est-ce que finalement une surface? Alors, la surface, c'est la partie superficielle d'un matériau qui a des propriétés différentes de celles du volume. Elle peut être bien évidemment très variable d'une application à une autre, notamment en termes de préparation de surface, je pense notamment lors du process de fabrication. Alors, par exemple, si l'on s'intéresse à la biocompatibilité des dispositifs médicaux, je dirais c'est plutôt les premières couches atomiques qu'il va falloir caractériser. Alors que si je prends par exemple une carrosserie de voiture, la surface peinte sera, elle, constituée de plusieurs couches de protection, de plusieurs microns, pouvant atteindre plusieurs millimètres d'épaisseur. Alors ainsi, comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, nous ne mettrons donc pas en œuvre les mêmes techniques d'analyse selon que l'on souhaite caractériser d'une part des traitements physiques, tels que le plasma par exemple ou la stérilisation, qui impactent les premiers nanomètres, et d'autre part, les traitements dits chimiques, tels que l'anodisation, qui impactent plusieurs dizaines de microns. Alors, les différents aspects de surface qui vont nous intéresser sont des aspects morphologiques, topographiques, chimiques et biologiques, et ce, finalement, à différentes échelles de profondeur. Alors, une des premières approches de l'analyse de dispositifs médicaux, c'est la caractérisation topographique. La caractérisation topographique peut se faire par profilométrie tactile avec un stylet qui vient en contact de la surface à mesurer, si la surface est relativement plane, je dirais, ou par interférométrie qui est sans contact avec le dispositif médical et qui a pour avantage d'utiliser si l'analyse doit se faire, d'être utilisée si l'analyse doit se faire plutôt dans les zones que je qualifierais difficiles d'accès. Je pense notamment au fond de filet des implants dentaires. Alors, en règle générale, les paramètres qui sont suivis pour la rugosité sont le RA, qui est la hauteur arithmétique moyenne sur un profil tiré, le SA, qui est la hauteur arithmétique moyenne sur une surface donnée, et le SDR qui est l'aire développé. Alors, ces paramètres de rugosité qui sont ainsi obtenus peuvent être corrélés avec une observation morphologique de la surface et notamment en utilisant le microscope électronique à balayage qui est appelé également MEB. Alors, ce microscope va vous permettre d'apprécier la présence ou non de particules incrustées. Je pense notamment aux résidus de sablage, ou sinon aux copeaux qui peuvent provenir d'outils d'usinage, mais également de mettre en exergue la présence de trous, de résidus, de fissures. Alors, l'avantage du MEB, c'est de pouvoir finalement visualiser la propreté de vos implants et d'observer et d'identifier chimiquement de petits objets de taille micronique, voire submicronique. En effet, sur la slide suivante, comme vous pouvez le voir, nous avons réalisé ici une analyse élémentaire qui est couplée au microscope électronique à balayage. Cette analyse élémentaire se nomme EDS et grâce à ça, il est possible d'identifier directement sur l'implant les composés organiques et également inorganiques, tels que les résidus de sablage. Par exemple, pour le corindon que nous voyons ici sur le graphique, qui a pour signature caractéristique l'oxygène et l'aluminium, mais également la présence de pollution. Alors, la profondeur sondée en EDS, c'est l'ordre du micron à peu près. Alors, afin de compléter les analyses élémentaires en MEB-EDS, il est possible d'identifier plus précisément les composés organiques présents en surface d'EDM, notamment grâce à une autre technique d'analyse qui est le microscope électronique infrarouge, le microscope infrarouge, qui sont de lui le premier micron. Alors ici, au milieu de la slide, vous avez une cartographie infrarouge qui montre la présence de plusieurs composés chimiques qui sont représentés par différentes couleurs qui constituent ce résidu analysé.
et il est ainsi possible d'identifier chaque composé qui le constitue grâce à une base de données ainsi qu'à une défothèque qui est propriétaire de Sciences et Surface et qui ont été enrichies depuis plusieurs années au fur et à mesure des expertises. Ainsi, sur la slide suivante, afin d'illustrer la complémentarité des techniques MEB-EDS et infrarouge, je vais vous présenter une étude de cas, notamment l'analyse de défauts en surface d'un composé médical. Alors, comme vous pouvez le voir sur le cliché optique à gauche, vous avez ici un petit défaut noir qui était présent en surface de ce composite après sa mise en forme. Alors, l'analyse élémentaire qui est représentée ici par les cartographies chimiques et également le spectre en haut à droite montre que le défaut est riche en fluor et en carbone. Alors, avec notre client, nous souhaitions aller plus loin et identifier ce composé fluoré. Alors, c'est pour cela que nous avons couplé l'analyse MEB-EDS avec une analyse infrarouge afin de pouvoir identifier ce composé organique. Et les résultats de l'analyse ont montré que ce composé était de type fluorure de polyvinylidène. Alors, grâce à ces analyses qui sont relativement rapides, je dirais qu'il vous faut quelques heures pour avoir des éléments de réponse, notre client a pu apporter une action corrective très rapidement sur son process de fabrication. Alors, les techniques d'analyse, aussi bien le MEB-EDS et l'infrarouge que je viens de vous présenter, ont des profondeurs d'analyse de l'ordre du micron et parfois, malheureusement, peuvent sonder trop profondément par rapport à l'information que vous allez rechercher. Je pense notamment à certains phénomènes de surface comme l'oxydation ou les problématiques d'adhérence qui se passent, eux, dans les premiers nanomètres et nécessitent d'utiliser des techniques d'analyse plus extrême surface. Alors ainsi, je vais laisser la parole à ma collègue Delphine Pavon qui va maintenant vous décrire les techniques dites plus superficielles. Oui, en effet, la caractérisation chimique peut être réalisée à partir de techniques de surface, telles que l'XPS, X-ray photoélectron spectroscopie. Il s'agit d'une technique élémentaire, quantitative, et qui donne une information sur l'environnement chimique des éléments détectés sur les 10 premiers nanomètres. D'où l'importance voilà, des phénomènes de surface. Vous avez par exemple ici le spectre haute résolution du titane, qui est un matériau très utilisé dans le domaine des dispositifs médicaux, où l'on peut distinguer la forme métal, vous voyez l'épaulement vers les 455 électronvolts, et la forme oxyde qui est beaucoup plus grande. Compte tenu de la profondeur sondée de la technique XPS qui est de 5 à 10 nanomètres, on peut déterminer l'épaisseur de la couche d'oxyde, qui dans ce cas-là est un oxyde natif, donc de l'ordre de 3 à 5 nanomètres. Donc, c'est très important pour connaître un petit peu l'état d'oxydation de vos dispositifs médicaux métalliques. En effet, si nous n'avions eu que la forme oxyde, nous aurions pu dire que l'épaisseur d'oxyde était supérieure à la profondeur sondée par la technique et donc bien supérieure à un oxyde natif. Donc, nous pourrions dire que potentiellement, il y avait des risques d'oxydation. Après, il y a la technique TOF-SIMS. Céline, si tu peux, voilà. La technique TOF-SIMS est également une technique d'extrême surface. Elles sont encore plus en surface. Donc là, on est dans l'ordre du nanomètre. Donc, il s'agit d'un spectre de masse d'extrême surface. Donc, c'est une analyse moléculaire. Frédéric, tout à l'heure, vous a parlé de la spectrométrie de masse. Là, on est en extrême surface. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préparation d'échantillons. On envoie des ions primaires, on va détecter les ions secondaires qui sont issus sous l'impact des ions primaires. D'où on a une analyse exhaustive de tous les composés organiques et inorganiques qui sont présents en extrême surface du dispositif médical ou de n'importe quel matériau. Donc, c'est une technique qui est très riche, exhaustive et avec une très grande sensibilité de l'ordre de la ppm. C'est-à-dire que facilement, on peut contrôler la propreté de surface d'un dispositif médical.
de par la recherche de tout type de composés, tels que des résidus de nettoyage, d'usinage, de contamination par des huiles, des graisses. Toute cette information est présente dans un seul spectre. Après, on a les deux polarités positives et négatives qui sont complémentaires, mais dans le spectre, on a toute l'information sur le premier nanomètre. Donc, c'est une technique vraiment très riche. Donc, vous voyez par exemple, on arrive à distinguer donc sur le spectre donc en polarité négative, on peut distinguer les différents types d'acides gras, donc linéaires, saturés ou insaturés. Donc information très riche pour aller distinguer s'il s'agit de telle huile ou une autre. On peut également mettre en œuvre cette technique en cartographie, c'est-à-dire que l'on vient imager donc les ions qui sont les ions secondaires émis par la technique TOF-SIMS sur une zone spécifique d'un implant. Donc, par exemple, vous avez sur la vignette des ions totaux, on voit que ici, donc il s'agit d'un polymère à grade médical, que nous avons un contraste chimique. À quoi correspond ce contraste? Parce que les ions totaux donc, nous donnent bien entendu la totalité des ions qui sont détectés. On peut facilement mettre en exergue que sur la partie autre de la zone cartographiée, nous avons les minéraux qui ressortent plus spécifiquement, le sodium et le potassium, que l'on a un petit peu de silicone de type PDMS, polydiméthylsiloxane, de partout, mais un petit peu moins présent sur la zone qui a le contraste chimique. Par contre, on confirme que nous avons présence de l'érucamide, qui est un agent de glissement, et l'irgaphos 168, qui est un additif des polymères de type polyéthylène et polypropylène, qui sont présents sur ce contraste. Donc plus l'érucamide que l'irgaphos 168, on le voit bien, mais donc ça met en évidence cette sensibilité extrême de la technique qui n'aurait pas pu être mise en évidence par d'autres techniques. Donc, un cas d'étude numéro 2, cette fois-ci, il s'agit d'un implant en TA6V revêtu d'un revêtement biopolymère. Donc là, on recherche l'influence des différents traitements de stérilisation de type oxyde d'éthylène, gamma, autoclave, CO2 supercritique sur la composition chimique donc, du revêtement biopolymère. Donc, le revêtement biopolymère, il s'agit de chitosane. Pour rappel, le chitosane est issu des carapaces de crustacés ou de parois de champignons et est fortement utilisé pour la biointégration. Donc, on le reverra après dans le deuxième cas d'étude. Donc, on a mis en place les techniques XPS et TOF-SIMS. XPS pour son aspect quantitatif. Donc, on a pu mettre en évidence qu'après les traitements, nous avons une teneur en carbone plus importante, le pourcentage de carbone sur la totalité de la surface du matériau. Et on peut également, de par la déconvolution du pic de carbone, mettre en évidence qu'il s'agit majoritairement des liaisons CCCH, donc des liaisons hydrocarbonées. Par contre, par cette technique, nous ne pouvons pas aller plus loin en termes de discrimination de quel est le composé ou les composés organiques qui sont à l'origine de cette contamination. Donc, c'est pourquoi nous mettons en place la technique TOF-SIMS, qui sont de l'extrême surface également. Et là, on voit que par la cartographie, on peut voir donc un contraste chimique en irgaphos, donc le stabilisant plastique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient masquer les fragments caractéristiques du chitosane en vert. On voit donc des aspects plus sombres au niveau de l'irgaphos. Également, nous avons un contraste un petit peu différent de l'érucamide, donc ce composé est également présent. Le composé, la structure BHT également antioxydant des polymères est détecté. Donc, c'est important à savoir. Après, donc, on fait souvent des superpositions des contaminations et des fragments, puisqu'on a plusieurs fragments, bien entendu, du caractéristique du chitosane, qui nous permettent d'ajouter tous les signaux du chitosane ou des contaminants. Et
ça nous permet de montrer, de par cette cartographie, que nous avons un transfert des composés constituants du packaging, donc appelé blister dans les dispositifs médicaux, après stérilisation. Donc, cette technique, de par sa puissance en termes de caractérisation des composés organiques, dans ce cas, mais également inorganiques, permet de mettre en évidence ce phénomène et n'aurait pas pu être mis en évidence par d'autres techniques, de par sa puissance de sensibilité, mais également d'analyse d'extrême surface. Donc, troisième cas d'étude. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'un implant en titane et plus TA6V, on est très proche, revêtu du même revêtement biopolymère, mais cette fois-ci, on essaye de mettre en exergue l'effet de tests salivaires acides à pH 3 et 5. Donc, on a mis en œuvre la technique microscopie électronique à balayage dont Céline vous a parlé tout à l'heure. Donc, on peut voir la morphologie du revêtement biopolymère, donc sur le zoom que vous voyez sur la droite. On voit qu'on a une dégradation de ce biopolymère. La technique TOF-SIMS permet de confirmer cette dégradation et permet même d'aller plus loin, c'est-à-dire que sur une zone spécifique de l'implant, nous voyons que le substrat titane est détecté. Donc, sur la vignette en bleu, on voit le titane à certains endroits. Et là où on voit le titane, on ne voit plus du tout les fragments du chitosane. Donc, si la technique TOF-SIMS dit qu'on ne voit plus de chitosane, c'est qu'il n'y en a vraiment plus. Parce que voilà, la sensibilité ultime, il n'y a pas de raison qu'il y en reste. Donc, on arrive à confirmer par cette technique qu'on a une dégradation totale du biopolymère sur des zones très spécifiques du dispositif. Et que donc les tests salivaires acides détériorent le biopolymère. Donc, à partir des explications non exhaustives et des cas d'études présentés dans ce webinaire, nous souhaitions vous montrer que l'évaluation physico-chimique d'un dispositif médical, bien que déterminée par la norme ISO 10993, nécessite une expertise à part entière. C'est dans cette optique que les sociétés Alba des Sciences et Surface ont créé un partenariat privilégié afin de vous proposer une prestation analytique complète de vos dispositifs médicaux. Donc, on essaye aussi d'assurer, bien entendu, un retour rapide et de qualité sur tout type de demande. Voilà, on est allé assez vite puisqu'il s'agit d'un webinaire, il ne s'agit pas d'une formation. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur vos process en mode contrôle ou en mode R&D. Donc, je laisse la parole à Florie pour les questions. Merci. Oui, merci à tous pour vos interventions. Donc, on a reçu beaucoup de questions sur le chat. Il nous reste à peu près 8 minutes, donc je vais en sélectionner quelques-unes en reprenant depuis le début avec la partie qui concernait Frédéric. Donc, j'ai une question qui demande: la caractérisation doit-elle se faire sur un produit avec une fin de vie, avec le temps de stockage et d'utilisation à la fin, pour des relargables? Par contre, cette étape est faite au début du projet d'évaluation. Faut-il refaire une caractérisation avec un produit en fin de vie? Alors, merci pour cette question. En effet, c'est un sujet qui revient souvent ces derniers temps. Je pense qu'il y a pas mal de revues qui ont été faites sur le sujet. Il faut bien considérer l'objectif. L'objectif de la biocompatibilité, c'est de délivrer au patient un dispositif médical qui soit le plus safe possible pour le patient. Donc, effectivement, s'il faut faire l'évaluation de la biocompatibilité au départ, ce qui devrait être recommandé, c'est d'évaluer le risque sur la durée de vie du dispositif médical. Et comme on le fait notamment dans le milieu pharmaceutique, on a besoin de savoir si un dispositif médical qui aurait une certaine durée de vie, par exemple 10 ans, et au bout de ces 10 ans, les caractéristiques physico-chimiques du dispositif médical n'ont pas changé, et s'il n'y aurait pas des composés de dégradation ou d'autres composés qui se seraient formés
à l'issue de cette période de stabilité. Et ça peut être notamment le risque pour des composés plastiques dont on sait qu'il peut y avoir une dégradation. Donc, il faut bien considérer ce risque. Alors après, est-ce qu'il faut une analyse ou pas? Ça, je dirais que c'est au cas par cas, puisque le monde du dispositif médical est suffisamment riche pour qu'on ne fasse pas forcément de généralité. Mais à tout le moins, compte tenu de l'esprit de la norme 1993, notamment la tirée 1, la norme chapeau, il est en tout cas nécessaire d'évaluer ce risque, soit par des données bibliographiques, des données scientifiques qui vont appuyer l'absence de risque à l'issue de la période de stabilité du produit, soit, le cas échéant, en fonction de la situation, par des analyses complémentaires qui viendraient donc rassurer le dossier sur le risque au bout de la durée de vie du dispositif médical. Très bien. Donc, une autre question. Jusqu'à présent, nous avons toujours réalisé nos caractérisations chimiques uniquement sur les contaminants solubles. Est-ce que la recherche de contaminants solides est réservée uniquement sur les dispositifs médicaux pour application parentérale ou sur tous les dispositifs médicaux sont-ils concernés? Alors là encore, c'est une question d'analyse de risque. Nous, on demande systématiquement au démarrage des études la liste complète des contaminants de process et des contaminants connus à tous les niveaux lors de la fabrication du dispositif médical, y compris la composition du dispositif médical lui-même et son emballage. Donc, lorsque l'on regarde ces listes, on constate par exemple que sur les contaminants, sur les dispositifs médicaux métalliques, comme je vous le disais dans la présentation, on va avoir des risques de présence de résidus de polissage. Si ce sont des oxydes, par exemple des corindons qu'on peut trouver facilement dans ce type de liste, ou d'autres risques comme cela, par exemple des résidus de présence d'emballage, eh bien, si le risque est là, oui, la réponse est qu'il faut caractériser la présence de ces résidus. Alors après, quand nous, Albad, on fait la recherche des contaminants solubles, il y a déjà une première approche visuelle, toute bête, qui est de constater que dans l'extrait, il n'y a pas de particules qui soient visibles. Seulement, le problème du visible, c'est que, en général, l'œil humain, en fonction de son acuité visuelle, est capable de regarder autour de 300 microns. Donc, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Si l'œil humain ne peut plus voir en dessous, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien. Donc, il faut passer par des techniques de comptage particulière pour s'assurer qu'il n'y a pas de particules, déjà dans un premier temps. Et ensuite, si ces techniques de comptage particulière révèlent la présence de particules, ce qui peut être plausible si le dispositif médical est mal nettoyé ou si le nettoyage est mal maîtrisé ou s'il y a un risque de relargage de l'emballage, eh bien là, on va faire appel à des techniques d'analyse de surface telles que l'ont présenté mes collègues de Sciences et Surface. Et à ce moment-là, lors de l'extraction, on va pouvoir donc séparer les particules insolubles de l'extrait par centrifugation, par filtration, par tout autre moyen de prélèvement, de manière à ce que des spécialistes comme Sciences et Surface puissent ensuite identifier la nature chimique du composé. Alors, rapidement, j'ai une question qui concernait la partie de Céline. Est-ce que les analyses d'extractibles doivent être faites en conditions GLP? Est-ce que tu peux répéter, Florie, la question? Ça a coupé. Oui, est-ce que les analyses d'extractibles doivent être faites en conditions GLP? Alors ça, c'est pas une technique que je maîtrise. Peut-être, Frédéric, vous pouvez d'abord... Oui, alors je peux éventuellement répondre, Céline, si vous le souhaitez. Oui. Alors, il est vrai que du point de vue de la norme ISO 1993, il est précisé que les analyses doivent être faites dans le cadre d'un référentiel BPL ou dans le cadre d'un référentiel d'accréditation comme la norme ISO 17025. Après, il faut considérer l'étude officielle. Donc nous, Albad, on va réaliser les analyses selon les BPL ou éventuellement la norme ISO 17025 si on a une d'accréditation concernée. Après, sur la problématique sciences et surface, on est plus dans une étude exploratoire qui nécessitera, le cas échéant, ensuite la validation de la méthode si on doit aller plus loin dans la démarche et un système qualité qui permette de valider la méthode et d'assurer la traçabilité des analyses faites dans les meilleures conditions possibles. Très bien, donc on va
question qui concernait la partie de Delphine. Pour quel type de dispositif médical la norme ISO 10993-19 doit-elle être utilisée? Y a-t-il des exigences sur certains dispositifs médicaux selon le contact avec le patient? Oui, vous m'entendez? C'est toute la difficulté de la norme, c'est que finalement, sur la norme, comme l'a dit Frédéric, c'est juste une gestion des risques. Après, la norme n'indique pas voilà, quel type d'implant doit être analysé par telle ou telle technique. C'est un état, c'est une liste de toutes les techniques qui peuvent être mises en œuvre pour avoir donc une expertise totale du dispositif médical. Je crois qu'il faut rappeler, il faut bien rappeler, puisque beaucoup de questions tournent autour de est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire. Je pense qu'il faut bien rappeler que le principe général, pour conclure peut-être, Florie, c'est que le principe général, c'est l'évaluation du risque et la protection du patient en termes de biocompatibilité du dispositif médical, qu'il n'y a pas d'obligation à utiliser telle ou telle technique, même si malgré tout, il y a des exigences des organismes notifiés et il y a une pratique générale qui est de réaliser quand même des analyses en complément des informations bibliographiques dont on peut disposer. Mais au bout du bout, le responsable final, c'est bien évidemment le fabricant, avec l'aide de son sous-traitant et de son consultant. Et ce fabricant-là doit garantir par l'analyse de risque que, en gros, il n'y a pas de trou dans la raquette, c'est-à-dire que tous les éléments du risque sont bien maîtrisés d'une manière ou d'une autre. Il a réfléchi à tout par rapport à son process. Très bien, donc merci à tous. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci aux intervenants et merci à vous tous qui avez été très nombreux à assister à ce webinaire. Donc toutes les questions qui sont restées sans réponse, comme on l'a dit au départ, feront l'objet d'un retour par email de la part de nos intervenants. Et je vous ferai parvenir d'ici demain un mail avec la présentation qui a été faite et le replay du webinaire. N'hésitez pas à nous retourner vos questions également pour ceux qui n'en auraient pas posé et qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires. On vous souhaite une bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Au revoir. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.